Mes chers collègues, bonjour. Notre réunion de ce matin est consacrée à la présentation du rapport de la mission sur l'évaluation de l'impact de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire. Je rappelle que ce travail d'évaluation qui peut intervenir à compter de 3 ans après l'entrée en vigueur d'une loi selon notre règlement est différent de celui qui consiste à contrôler la mise en application d'une loi 6 mois après son entrée en vigueur. Il ne s'agit plus ici de contrôler l'action du gouvernement dans son... Il s'agit plus, ici de contrôler l'action du gouvernement dans son travail de publication des textes pour appliquer une loi, mais bien d'évaluer l'impact de la loi elle-même dans toutes ses composantes, conséquences juridiques, économiques, financières, sociales et environnementales. C'est ce que j'appelle souvent le service après-vote. Il s'agit donc d'un travail très important pour le législateur que nous sommes, car ce retour d'expérience doit nous permettre d'identifier, si nécessaire, les points de satisfaction, mais aussi ceux qui soulèvent des difficultés qui pourraient exiger des clarifications ou pourquoi pas de nouveaux textes de loi. Permettez-moi de saluer le travail mené par nos deux co-rapporteurs dans un climat transpartisan, travail mené par David Valence qui connaît très bien ces sujets, par Emmanuel Maquet qui aussi a participé dans l'ancienne mandature à la mise en place de ce texte de loi. Permettez-moi de saluer aussi le travail réalisé par toute l'équipe d'administratrices. Bravo pour le travail et l'accompagnement des travaux et rappeler aussi la nécessité, s'il faut sans doute le rappeler, mais de bien lire et analyser les rapports réalisés par nos collègues parce qu'ils sont source d'informations très précieuses. Permettez-moi aussi de rappeler que la loi pour un nouveau pacte ferroviaire a constitué la première étape d'un chantier d'ampleur entrepris sur le sujet des transports collectifs et du quotidien et qui a été poursuivi ensuite par la loi d'orientation des mobilités. Il s'agissait de tirer les conséquences aussi de nos obligations européennes en matière d'ouverture à la concurrence, mais aussi d'assainir la situation du secteur ferroviaire en sécurisant la situation financière de l'opérateur historique et en accordant enfin l'attention qu'elle mérite aux lignes de desserte fine du territoire. Mes chers collègues, je vais laisser la parole à nos deux co-rapporteurs et comme il est d'usage, les orateurs de groupe auront la possibilité de s'exprimer. Messieurs les co-rapporteurs, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui les conclusions de la mission d'information consacrée à l'évaluation de l'impact de la loi du 27 juin 2018 portant nouveau pacte ferroviaire que vous nous avez confié à Emmanuel Maquet et à moi-même. Et d'entrée de jeu, je souhaiterais me féliciter de la manière dont on a travaillé avec mon collègue député de la Somme, dans un excellent état d'esprit et je dirais même en confiance sur ce sujet, au-delà des clivages partisans. Je voudrais également féliciter et remercier très chaleureusement les personnes qui nous ont accompagnés dans ce travail, notamment tout au long des 17 longues auditions que nous avons conduites et de l'analyse des contributions écrites qu'il nous a fallu effectuer. Je pense notamment aux deux administratrices Apolline Nguyen-Cac et Clémence Van Thuan, ainsi, et c'est un peu plus inhabituel, qu'à nos collaborateurs Alexis Reichert et Louis Garnier. Pour rappel, le texte dont nous parlons, portant nouveau pacte ferroviaire, est un texte qui fixe les modalités de déploiement de l'ouverture à la concurrence du transport domestique de voyageurs, puisque le fret l'est depuis de nombreuses années en France, dans la droite ligne du 4e paquet ferroviaire européen et dans un contexte, et il faut le préciser d'emblée, où l'offre ferroviaire, notamment sur les lignes de longue distance, a plutôt eu tendance soit à stagner, soit à baisser en France ces dernières années, contrairement à ce qui s'est passé dans la plupart des pays européens. En 2018, la France, vous le savez, faisait partie des 8 pays sur 24 qui n'étaient pas engagés dans ce processus d'ouverture à la concurrence. Un certain nombre de textes avaient posé des jalons, je pense notamment
à la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, notamment sur la restructuration du groupe ferroviaire et sur l'établissement d'une règle d'or pour son endettement. Mais globalement, l'essentiel du travail restait à faire. La France a fait le choix d'attendre assez tard, même si d'autres délais étaient encore peut-être disponibles, et donc avant d'ouvrir à la concurrence, alors même que des pays comme la Suède y avaient eu recours dès 1990, comme l'Allemagne à partir de 1998, progressivement jusqu'en 2014, comme l'Italie en 2003. Cette loi du pourtant nouveau pacte ferroviaire, elle avait aussi emmené une nouvelle transformation du groupe SNCF en matière de gouvernance, après la réforme que j'évoquais de 2014, avec notamment le passage du statut d'EPIC au statut de société anonyme, évidemment une transformation du statut des cheminots, ou encore une nouvelle réforme en matière de soutenabilité financière, à la suite des préconisations du rapport remis par Jean-Cyril Spinetta en février 2018. On avait beaucoup parlé de ce rapport pour les petites lignes, mais il y avait évidemment d'autres dimensions peut-être plus significatives et porteuses d'avenir dans ce travail. L'esprit dans lequel nous avons souhaité travailler, et je crois que c'est important de le préciser d'emblée, c'est un esprit à la fois informé, puisque nous avons ce point commun avec mon collègue Emmanuel Maquet d'être tous les deux conseillers régionaux, dans des régions qui ont initié et lancé des appels d'offres portant ouverture à la concurrence sur les services conventionnés, dans des régions qui ont fait également preuve de pragmatisme. Emmanuel en parlera tout à l'heure, mais puisque le premier lot ouvert par la région Hauts-de-France s'est soldé par un appel d'offres favorable à la SNCF, et que la région Grand Est, dont je suis toujours élu, a fait le choix de concentrer l'ouverture à la concurrence, non pas sur les grandes lignes rentables, mais au contraire sur celles qui étaient les plus fragiles et qui méritaient d'être redynamisées, et pour lesquelles SNCF n'avait pas montré beaucoup de dynamisme au cours des décennies passées. Et c'est donc une approche pragmatique de la concurrence que nous avons souhaité engager, non pas une approche idéologique ou de principe. Je crois que trop souvent sur ce sujet, la question du comment l'emporte, et peut-être on l'entendra tout à l'heure dans les interventions des uns et des autres, sur le sujet du pourquoi. Et le pourquoi, et c'est d'ailleurs ce qui peut soutenir l'approche favorable à l'ouverture à la concurrence, c'est augmenter le nombre de trains qui circulent dans notre pays, où le réseau est un des moins circulés d'Europe, alors que c'est pourtant le deuxième plus étendu d'Europe. On a très peu de trains qui circulent en moyenne au kilomètre de voies ferrées en France. C'est une anomalie, mais on sait que la concurrence dans beaucoup de pays étrangers a eu pour effet de stimuler ce volume d'offres. Le deuxième objectif, c'est l'amélioration de la qualité de l'offre, notamment de sa ponctualité, mais pas seulement, des services aux voyageurs également. Et le troisième objectif potentiel, c'est évidemment la baisse du prix. Et donc, mon collègue Emmanuel Maquet en reparlera, mais à l'heure où nous parlons, je sais qu'il y a là aussi beaucoup parfois de prises de parole un peu marquées par l'idéologie, l'effectivité de l'ouverture à la concurrence du point de vue des circulations n'est constatée que sur une ligne en France, une ligne à grande vitesse, la ligne Paris-Lyon. Et donc on ne peut pas accuser la concurrence d'avoir sapé le système ferroviaire jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle n'est pas effective sur la quasi-totalité des lignes françaises aujourd'hui, même si le calendrier globalement, et c'était une des questions du rapport, par rapport à ce qu'on avait pu envisager, le calendrier qu'on constate est un calendrier qui est assez raisonnable, qui n'est pas surprenant, même si parfois, quand on a une approche un peu rapide, on pouvait s'attendre à plus de célérité. Et puis, cette loi, elle a fait le choix d'un groupe public unifié avec 3 sociétés anonymes. On y reviendra. Dans le cadre de cette mission d'évaluation, l'ensemble des acteurs concernés par la loi pour un nouveau pacte ferroviaire a pu être entendu, parfois très longuement. On a conduit des auditions qui globalement étaient très longues, souvent sur des laps de temps de 2 heures, parfois plus, avec, je le disais, 17 auditions. Nous avons ainsi tenu à échanger avec les différentes entités du groupe SNCF, séparément, je le précise, avec des opérateurs ferroviaires alternatifs, comme Trenitalia, comme Transdev, comme Railcoop, avec les représentants des opérateurs ferroviaires, l'Association française du rail, l'Union des transports publics et ferroviaires notamment, avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés du ferroviaire, avec les représentants des autorités organisatrices
de la mobilité, et notamment des autorités régionales qui ont fait des choix très divers. Et on a également entendu des régions qui ont choisi de ne pas ouvrir à la concurrence en utilisant différents moyens d'ailleurs pour s'y soustraire. Et puis nous avons évidemment engagé un dialogue et une audition avec la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. À l'issue de nos travaux, un constat s'est imposé. Le cadre juridique très ambitieux qui a été posé en 2018 et qui a nécessité de nombreux textes d'application, qui à 2 exceptions près sont tous pris aujourd'hui. Ce cadre est désormais globalement stabilisé et en bonne voie d'appropriation par l'ensemble des acteurs et notamment par les autorités organisatrices. Près de 5 ans après l'adoption de la loi, le processus d'ouverture à la concurrence a été bien lancé et il sera progressivement mis en œuvre dans les prochaines années, tant sur le segment des services librement organisés, ce qu'on appelle souvent les grandes lignes nationales, que sur celui des services publics conventionnés, c'est-à-dire à la fois nos TER régionaux et nos trains d'équilibre du territoire nationaux. Après cette introduction qui était sans doute déjà trop longue, je cède tout de suite la parole à mon collègue Emmanuel Maquet. Encore une fois, merci beaucoup Emmanuel de la qualité, de la confiance dans laquelle on a pu travailler ces derniers mois. Merci David de me céder la parole à mon tour, mes chers collègues, Monsieur le Président. Vous dire tout d'abord à mon tour tout le plaisir que j'ai eu de travailler sur cette mission que vous nous aviez confiée aux côtés de David Valence, qui est, vous le savez, un fin connaisseur du secteur des transports, puisque président du Conseil d'orientation des infrastructures. Sa maîtrise du sujet nous a permis d'obtenir des réponses particulièrement intéressantes de la part des personnes auditionnées. Je tiens à remercier également à mon tour nos administratrices de la Commission de développement durable, Apolline Nguyen-Cac et Clémence Van Thuan, pour leur travail très important de planification et de synthèse. Merci à vous. Nos auditions ont été menées avec le souci d'avoir une vision complète et impartiale de cette réforme structurelle. Ainsi, nous avons reçu à la fois des universitaires, des journalistes, des opérateurs, des syndicats, sans oublier les autorités organisatrices concernées au premier chef. Je vais rapidement vous présenter l'état des lieux d'ouverture à la concurrence, d'abord sur les services librement organisés, puis sur les services publics conventionnés, les TER, les TET, et enfin sur les sujets stratégiques d'accès au réseau et de la réforme du groupe SNCF. Dans l'ensemble, vous avez pu le constater, nos conclusions sont encourageantes. Le calendrier de mise en place peut paraître à première vue un peu lent, puisqu'à ce jour, il n'y a que Trenitalia qui fasse concurrence à la SNCF, mais c'est conforme, David l'a rappelé, au calendrier posé par la réforme qui va s'accélérer dès décembre prochain, avec l'interdiction de reconduire la SNCF sans appel d'offres. Commençons par le service librement organisé, le SLO, c'est-à-dire les lignes à grande vitesse ainsi que les lignes à vitesse classique traversant plusieurs régions. Les SLO ont fourni un exemple emblématique de réussite de l'ouverture à la concurrence. Il s'agit bien évidemment de l'arrivée de Trenitalia sur la ligne Paris-Lyon depuis décembre 2021. On constate depuis une augmentation de l'offre et de la demande des trajets ainsi qu'une baisse des prix de 23% entre septembre 2019 et octobre 2022. Ces constats sont conformes aux bénéfices attendus de l'ouverture à la concurrence pour les usagers au regard de ce qui avait été observé dans d'autres pays européens. Cette dynamique positive devrait se poursuivre. Le marché présente en effet un potentiel important, comme en témoignent les 42 notifications reçues par l'autorité de régulation des transports, l'ART, depuis 2019. Au niveau des services conventionnés publics, vous le savez, les régions s'engagent de façon inégale. La loi leur permet jusqu'en décembre 2023 d'attribuer directement à la SNCF une convention pour 10 ans, ce qui revient à repousser l'ouverture à la concurrence de 10 années. C'est ce qu'ont fait l'Occitanie, la Bretagne, le centre Val-de-Loire. Lors des auditions, il a été mis en évidence que ces régions avaient bénéficié indirectement de l'ouverture à la concurrence puisque cette reconduction n'étant plus automatique, la SNCF avait concédé des points qu'elle refusait autrefois. Par exemple, la région centre Val-de-Loire a obtenu le doublement des pénalités de retard. Pour les autres régions, la loi a aménagé un rythme d'ouverture progressif inscrit dans le long terme et qui à ce jour est respecté. Ce calendrier donne aux régions et aux opérateurs le temps suffisant pour monter en compétences, suivre et répondre aux différents appels d'offres. Les régions les plus avancées dans ce processus sont à ce jour les Hauts-de-France et Sud-PACA. 3 de leurs appels d'offres ont abouti. L'Étoile d'Amiens, attribuée à la SNCF pour 9 années. Le Loisur, attribué également à l'opérateur historique qui était par ailleurs le seul en lice pour 10 années. Et la ligne Marseille-Nice, attribuée à Transdev pour 10 ans à compter de 2025.
D'autres appels d'offres sont actuellement en cours, par exemple 2 en région Grand Est sur la ligne Nancy-Vittel-Contrexéville et sur le secteur Bruges-Vosges-Piémont et 1 dans la région Pays de Loire. Le retour d'expérience de ces régions a été précieux. Loin de tout débat idéologique, elle n'identifie pas la mise en concurrence comme une fin en soi, mais plutôt comme un levier parmi tant d'autres pour développer leur offre de services et améliorer sa qualité en cohérence avec l'objectif de décarbonation de nos mobilités. Un levier efficace puisque sur les 3 lots en question, la mise en concurrence aura permis d'améliorer significativement le service public. Prenons l'exemple de la ligne Marseille-Toulon-Nice attribuée à Transdev. Le contrat prévoit 14 allers-retours quotidiens contre 7 actuellement et une baisse de 40% des retards. La ligne Azur Nice-Cannes-Grasse, attribuée à une filiale de l'opérateur historique, sera 120 allers-retours par jour contre 69 actuellement. En somme, ce nouveau contexte concurrentiel instaure un rapport de force qui profite aux régions et en dernier ressort aux usagers bien évidemment. Toutes nous ont dit combien elles appréciaient de pouvoir faire évoluer leur niveau d'exigence dans leurs négociations, tant avec la SNCF que les opérateurs concurrents par rapport à, vous le savez, la situation précédente. Évidemment, cela s'accompagne d'une montée en compétence des régions elles-mêmes, qui est un enjeu sur lequel David reviendra tout à l'heure. On assiste en direct à la mutation des régions en véritable autorité organisatrice des mobilités ferroviaires, avec tout ce que cela implique de pilotage et de contrôle. Outre les TER, un point de déploiement de l'ouverture de la concurrence des trains d'équilibre du territoire, les TET, à la charge de l'État. La convention d'exploitation actuelle, signée le 17 mars 2022, prévoit un calendrier progressif entre 2027 et 2030 qui prend en compte l'objectif de renouvellement complet du matériel roulant de ces lignes. Pour rappel, ce réseau intercité compte 7 lignes de jour, 5 lignes de nuit, dont l'État est l'autorité organisatrice. Puisque nous parlions à l'instant de la montée nécessaire en compétence des autorités de transport, nous avons pu constater qu'en la matière, l'État était particulièrement sous-doté. Un manque de moyens humains qui est très certainement lié à l'échec des appels d'offres de 2020 concernant la ligne Nantes-Lyon ou Nantes-Bordeaux. Au-delà des problématiques spécifiques à chaque service ferroviaire que nous venons d'évoquer pour réussir l'ouverture à la concurrence, nous souhaitons souligner qu'il a aussi un enjeu de façon plus globale, et nous le répéterons jamais assez, la qualité de notre réseau ferré national. Il ne peut y avoir de concurrence pérenne sur un réseau défaillant. Nous avons le 2e plus grand réseau européen, mais c'est un réseau sous-exploité qui pourrait accueillir beaucoup plus de trafic. Toutefois, son état vieillissant, qui pose des problèmes de fiabilité d'accès sur le plan opérationnel et de comptabilité au niveau technologique, est un frein réel, mes chers collègues, un frein réel à l'entrée. L'un des déséquilibres les plus souvent évoqués en audition est le coût démesuré des redevances d'utilisation du réseau, c'est-à-dire des péages. En France, leur prix est le plus élevé d'Europe, et de loin. Il représente 40% du prix d'un billet, contre 30% en Allemagne et 15% en Suède. C'est l'un des points clés qui devra faire l'objet d'une réflexion très prochainement si on ne veut pas aggraver le retard du train par rapport aux autres modes de transport carbonés. La question de la sécurité est également cruciale. La France a connu 3 accidents majeurs ces 10 dernières années, dont 2 mortels, Bretigny en 2013, 7 morts, le TGV Est en 2015, 11 morts, et à Deguin, 40 blessés, et qui n'étaient pas mortels. Dans la même période, il n'y a eu aucun accident majeur au Royaume-Uni, dont le modèle a fait l'objet d'une refonte en 2021 pour se rapprocher de notre réforme de 2018, c'est-à-dire des opérateurs privés sur un réseau nationalisé. Outre la fiabilité du réseau, dans le cas de l'ouverture à la concurrence, celui-ci doit également présenter toutes les garanties pour assurer un accès transparent et équitable aux différents opérateurs. De ce point de vue, notre mission a mis en évidence l'importance de pouvoir disposer d'un régulateur indépendant, puissant et reconnu dans le champ. Notre autorité de régulation des transports a été saluée parmi l'ensemble des acteurs auditionnés pour ce rôle qu'elle remplit, je crois, avec brio. Pour ce qui est de la réforme de l'organisation de la SNCF, le pacte ferroviaire a rationalisé ce groupe pour qu'il corresponde aux standards internationaux avec lesquels il est amené à entrer en compétition. La Société nationale SNCF est devenue une SA dont le capital est intégralement détenu par l'État et est incessible. À cette société mère sont rattachées les filiales SNCF Réseau et SNCF Voyageurs, qui ont également été transformées en sociétés anonymes. D'après nos auditions, cette nouvelle architecture a permis de responsabiliser chaque entité de la SNCF en clarifiant
les compétences dévolues à chacune et en instaurant une plus grande rigueur dans la gestion financière et opérationnelle du groupe. Toutefois, il nous a été indiqué que SNCF Réseau n'avait pas encore adopté une démarche commerciale volontariste en faveur de l'utilisation optimale de chaque sillon. Les opérateurs évoquent un changement de posture seulement embryonnaire, sans doute lié à une indépendance encore insuffisante avec l'exploitant historique SNCF Voyageurs. Il est à souligner que l'implication de la SNCF Réseau sera absolument clé dans la réussite de cette réforme au bénéfice final de l'augmentation de la part du modal du train et donc du respect de l'environnement. De même, le gestionnaire des gares consacré par le pacte ferroviaire manque encore de moyens pour assurer un accès équitable aux services en gare. La loi a également permis l'assainissement de la situation financière de la SNCF via la reprise de la dette à hauteur de 35 milliards d'euros et le renforcement de la règle d'or pour éviter toute nouvelle dérive et la reconstitution d'une dette. Si les perspectives financières du groupe s'améliorent, la situation demeure toutefois fragile dans la mesure où la trajectoire de maîtrise du ratio repose principalement sur le postulat d'une hausse des ressources de la SNCF Réseau. Une trop forte pression sur les dépenses contraindrait également SNCF Réseau à ne pouvoir assurer que le maintien en l'état du réseau et non à la modernisation réelle de l'infrastructure. Enfin, nos travaux nous ont conduits à nous intéresser aux conséquences sociales du texte. En particulier l'une de ces mesures emblématiques, la fin du recrutement au statut pour les nouveaux agents. Depuis le 31 décembre 2019, les nouveaux personnels du groupe SNCF ne disposent plus du statut de cheminot. Si cette mesure a eu un impact symbolique et psychologique fort, son influence sur l'attractivité des emplois proposés est difficile à évaluer dans un contexte où toutes les entreprises peinent, vous le savez, à recruter. S'il est vrai que la SNCF connaît des difficultés pour embaucher, c'est en effet dans une mesure comparable avec l'ensemble de l'économie française. Il est donc impossible d'imputer ces difficultés à la fin du statut, d'autant plus que les conditions de travail et de rémunération peuvent être perçues par certains candidats comme plus attractives sans le statut qu'avec, selon que l'on préfère être jugé sur sa performance ou sur son ancienneté. En tout état de cause, notre audition des syndicats révèle que la réorganisation de ce service public vers le pacte ferroviaire ne semble pas remporter l'adhésion du personnel, y compris 5 ans après son adoption. Les derniers accords concernent la transférabilité. Ils devraient atténuer les craintes légitimes de certains. Avant de rendre la parole à mon co-rapporteur, je conclurai en disant que le nouveau pacte de 2018 a permis globalement de dynamiser le service public des transports en le faisant enfin rentrer dans une logique de clientèle. Je veux dire par là que les usagers du train sont désormais des clients comme les autres, qu'il faut aller chercher et fidéliser par un service de qualité. Un changement de mentalité qui commence déjà à porter ses fruits et qui permettra à la France de bénéficier de l'offre ferroviaire que son histoire mérite. Je vous remercie. D'accord, je vous en prie. Oui, on a prévu ce petit ballet, Monsieur le Président. Donc, quelques mots en conclusion sur les recommandations que nous faisons dans ce rapport sur la base des constats qui ont été détaillés avec beaucoup de précision et de dynamisme par Emmanuel. On a en effet, au cours des auditions, identifié une dynamique qui est plutôt encourageante au regard de l'ouverture à la concurrence et surtout des objectifs de politique publique auxquels elle semble pouvoir répondre ou dynamiser, c'est-à-dire, j'y insiste, l'accroissement du volume d'offres, l'amélioration de la qualité de service et potentiellement la baisse des tarifs du transport ferroviaire. Mais nous avons aussi identifié un certain nombre de freins sur lesquels je voudrais insister avec quelques propositions. Premier de ces freins, c'est évidemment les difficultés de financement pour les nouveaux acteurs entrant sur le marché. Ce n'est pas une surprise, notamment sur les services librement organisés. Il y a besoin, j'y reviendrai, sur le matériel d'investissement public massif pour pouvoir concourir librement sur les services organisés ainsi, sur lesquels on peut se positionner, les grandes lignes nationales. Et seuls des opérateurs déjà très fortement implantés sur le marché public ferroviaire peuvent y candidater. Alors pour certains, c'est peut-être rassurant. J'ai coutume de dire souvent en plaisantant que ni Amazon ni McDonald's ne feront rouler des trains en France et que ça demande d'être assis à une expérience très solide, que ce soit une expérience de groupe public étranger ou de groupe français à capitaux en partie publics.
mais c'est un constat. Et nous proposons d'ailleurs dans ce rapport que soit étudié, puisque c'est une des particularités du marché français, qui est insuffisamment de présence de sociétés spécialisées dans la location de matériel ferroviaire, ce qui pourrait faciliter l'ouverture à la concurrence sur certaines lignes, et notamment sur des grandes lignes nationales qui ne sont pas à grande vitesse, les lignes TET. Nous proposons que soit étudiée la création d'une ROSCO, donc d'une société spécialisée dans la location de matériel ferroviaire, dans laquelle la Caisse des dépôts et consignations pourrait investir pour faciliter cette ouverture à la concurrence sur la longue distance librement organisée. S'agissant des autorités organisatrices que sont les régions, on l'a dit, pour elles, cette ouverture à la concurrence est un défi d'ampleur qui leur permet d'entrer dans la boîte noire du transport ferroviaire, de devenir vraiment autorité organisatrice, un peu plus qu'elles ne le sont depuis 2002, et un peu plus tôt que 2002, depuis 1997 pour Centre-Val de Loire et pour l'Alsace à l'époque. Pour ces régions, un certain nombre de freins ont été là aussi identifiés. D'abord, les freins concernant la transmission des données nécessaires à l'élaboration des appels d'offres. Les régions engagées ont toutes témoigné de grandes difficultés pour obtenir ces données dans leur diversité, et notamment pour ce qui est de la maintenance quotidienne des matériels et donc de leur état au moment où ils sont remis aux régions, puisque juridiquement, ils sont aujourd'hui propriété de la SNCF et ils deviennent propriété des régions, ce qui est assez normal puisqu'elles les ont financés à 100%. Et donc les régions ont souvent du mal à obtenir des détails sur la manière dont ces matériels ont été maintenus. Aujourd'hui, la transmission apparaît plus fluide, mais cela aura nécessité d'une vraie bataille juridique et notamment 2 décisions portant règlement différent de l'autorité de régulation des transports en juillet 2020 et juin 2021 et une jurisprudence de la Cour d'appel de Paris en juin 2022. Nous recommandons de sécuriser un peu plus juridiquement cette obligation de transmission en complétant et en clarifiant certaines dispositions réglementaires du décret de 2019-851 du 20 août 2019 pour être plus précis. Ensuite, il nous faut souligner que les modalités de transfert du personnel en cas de changement d'attributaire sont désormais là aussi stabilisées juridiquement, puisque l'accord de branche sur les garanties sociales qui a pu être qualifié de sac à dos social a été signé le 6 décembre 2021. Aujourd'hui, nous attendons les premiers retours d'expérience, mais on pourrait souhaiter là aussi qu'il soit permis plus de précision sur les emplois transférés, surtout sur leur localisation par voie réglementaire, pour garantir un recrutement adapté aux besoins d'exploitation du nouvel opérateur. Pour le dire assez simplement, quand cet appel à volontariat est lancé, on peut avoir parfois énormément de réponses, par exemple dans le secteur de Nice pour ce qui est de la région sud, et très peu dans le secteur de Marseille. Et évidemment, pour organiser une offre, c'est assez compliqué pour l'opérateur qui a été retenu. De manière générale, il y a beaucoup d'interrogations que nous pouvons partager sur la manière dont le groupe public SNCF a su ou n'a pas su susciter l'adhésion autour de cette démarche d'ouverture à la concurrence. Le risque d'un groupe à 2 vitesses aujourd'hui est réel, et la définition d'un projet de groupe dans lequel la concurrence soit vraiment identifiée comme une chance pour le groupe public ferroviaire, à l'image de ce qui s'est passé en Allemagne. Je rappelle que la Deutsche Bahn fait rouler significativement plus de trains aujourd'hui qu'elle ne le faisait en 1998, et qu'elle n'a jamais réalisé de bénéfices, de résultats aussi stables, aussi élevés, aussi favorables. Et donc, c'est cette définition d'un projet de groupe qui inclut vraiment et présente aux salariés de la SNCF l'ouverture à la concurrence comme une chance, et notamment sur les services conventionnés. Cela reste encore à établir aujourd'hui. On a en effet constaté une hostilité très forte et parfois un peu systématique à l'égard de cette perspective d'ouverture à la concurrence, où parfois le moyen est confondu avec la fin. On a également identifié des freins réels, et en tout cas des grosses interrogations sur la manière dont chacune des régions pourrait organiser l'information et la billettique, avec un vrai risque qui est lié à la coexistence de plusieurs opérateurs, notamment pour l'information voyageurs. Aujourd'hui, on le sait, notamment une application qui est une application privilégiée par beaucoup de voyageurs, qui est celle qui est opérée par la SNCF. Nous sommes interrogés à plusieurs reprises sur la nécessité de repenser
un modèle SNCF Connect qui intègre obligatoirement toutes les données de transport et qui ne se restreignent pas à celles de la SNCF pour que l'ouverture à la concurrence ne se traduise pas par une perte en simplicité pour l'usager. Nous recommandons aussi que les régions, on l'a dit, mettent en place des structures dédiées composées d'équipes expertes et spécialistes chargées du pilotage des appels d'offres, si possible dans des structures distinctes de leurs services classiques, comme ça a pu être le cas en région Grand Est avec la création d'une société publique locale, et comme ce serait le cas, semble-t-il, mais sur d'autres problématiques que l'ouverture à la concurrence, entre la région Nouvelle-Aquitaine et la région Occitanie. Nous recommandons aussi que les mécanismes innovants en matière de péage soient activés. Emmanuel l'a sous-entendu tout à l'heure, SNCF Réseau a su faire des offres qui ont dynamisé et attiré Trenitalia sur le réseau ferroviaire entre Paris et Lyon. Nous ne sommes pas convaincus qu'il y ait une systématisation de ces offres favorables aujourd'hui. Nous ne sommes pas convaincus que le groupe SNCF Réseau se soit organisé de manière à faire, comme ça a été le cas en Espagne, un vrai démarchage des opérateurs pour leur expliquer comment c'est possible de faire rouler beaucoup plus de trains en France sur une large part du réseau, et notamment national. Et puis, dans ces mécanismes que nous recommandons d'activer, il y a des mécanismes innovants qui ont été activés notamment par la région Bourgogne-Franche-Comté et la région Grand Est et qui pourraient être systématisés, où les régions ont accepté de financer de l'investissement sur du réseau en mauvais état, y compris sur du réseau structurant, en échange d'une modération sur les péages sur certains de ces itinéraires. Et évidemment, c'est un levier qui doit pouvoir permettre de baisser le prix des péages et donc de faciliter l'ouverture à la concurrence. Globalement, vous l'aurez compris, l'un des principaux freins à cette ouverture à la concurrence, c'est la mauvaise qualité de notre réseau, sa mauvaise santé, qui crée une incertitude sur les capacités à circuler sur celui-ci, malgré l'accélération des investissements qui a été constatée depuis 2017. Et là aussi, tous les interlocuteurs, ou presque, y sont revenus. Compte tenu de l'enjeu que représente le train dans un objectif de décarbonation de nos mobilités, nous saluons évidemment les annonces de la Première ministre le 24 février dernier, qui s'est engagée à la suite du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures à un investissement de quelques 500 millions d'euros annuels pour la modernisation du réseau et d'1 milliard d'euros par an pour la régénération du réseau. Les modalités de répartition de ces concours publics doivent désormais être clarifiées. C'est une condition essentielle pour réussir le déploiement de l'ouverture à la concurrence du point de vue de l'ensemble des acteurs concernés. Et nous recommandons d'ailleurs qu'une programmation des investissements dans le réseau soit clairement établie. Là aussi, ça participerait à donner de la confiance aux opérateurs alternatifs, que ce soit une programmation via une loi ou via l'annexion d'une programmation pluriannuelle de 10 ans au contrat de performance entre réseau et l'État, sur lequel l'autorité de régulation des transports pourrait avoir à se prononcer et dont elle pourrait assurer le suivi. Quelques points de détail encore dans les recommandations que nous faisons. D'abord, s'agissant des trains d'équilibre du territoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent, dans le langage quotidien, les intercités. Le déploiement de l'ouverture à la concurrence, on le sait, est un petit peu en retard par rapport à ce que certaines régions ont d'ores et déjà décidé. Nous nous félicitons néanmoins du calendrier qui a été partagé avec nous d'ouverture à la concurrence sur ces lignes, mais nous souhaitons alerter sur la faiblesse des moyens humains qui sont consacrés au pilotage quotidien de ces lignes si importantes pour le quotidien de millions de voyageurs. En effet, d'après nos informations, entre 5 et 7 équivalents temps plein seulement au ministère des Transports sont affectés pleinement à ces lignes, comme Paris-Clermont, comme Paris-Orléans, Limoges-Toulouse, comme Nantes-Bordeaux ou Nantes-Lyon. Nous appelons d'urgence l'État, au-delà même des perspectives d'ouverture à la concurrence, à renforcer cette équipe à la hauteur des enjeux et de son rôle d'autorité organisatrice. Je rappelle qu'il n'est pas complètement joué, puisque c'est la SNCF qui décide des tarifs sur ces lignes, en contradiction totale avec ce qui peut se faire du côté des régions. D'autres éléments de détail restent aussi à clarifier ou à modifier pour faciliter l'ouverture à la concurrence. Je pense à la question des voies de service, qui sont parfois encore, pour certaines d'entre elles, propriété de SNCF Voyageurs, de la SA SNCF Voyageurs.
et donc en contradiction avec la liberté d'accès au réseau. Et certaines de ces voies de service sont évidemment essentielles pour pouvoir accéder notamment au centre de maintenance. Et donc il faudrait clarifier ce transfert de patrimoine dans l'intérêt de l'ouverture à la concurrence. Il y a une vraie interrogation aussi sur le modèle économique de SNCF Gare et Connexions. Mon collègue l'a dit, qu'il faut probablement repenser, puisque le transfert des grandes halles voyageurs et des quais a déséquilibré de façon très forte ce modèle économique. Et concrètement, aujourd'hui, nos gares n'ont pas les moyens d'être entretenues de bonne façon. Et puis, une autre difficulté, contradiction, le nouveau président, enfin maintenant ça fait quelques années, le président actuel de la SNCF a souhaité donner une forme d'unité au groupe public SNCF dans sa représentation dans les territoires et donc désigner des coordinateurs régionaux de l'ensemble du groupe SNCF, c'est-à-dire à la fois de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs. Ces coordinateurs régionaux sont tous issus de SNCF Voyageurs, ce qui apparaît comme une contradiction flagrante avec la logique de l'ouverture à la concurrence. Pour le dire simplement, la personne qui est chargée notamment de garantir la liberté d'accès au réseau est aussi une personne qui est responsable, salariée d'une société commerciale qui fait rouler des trains sur ce réseau. C'est complètement orthogonal avec ce qu'a voulu la loi et avec l'esprit de ce qui se passe à l'étranger. Enfin, on conclura en disant que tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs, et notamment la Direction générale des mobilités que nous avons auditionné avec notamment Hérald Reuters, que beaucoup connaissent ici, qui s'est déplacé à Paris pour échanger avec nous, eh bien tous ont reconnu, encore une fois, la qualité du régulateur français et l'importance d'avoir un régulateur de qualité justement pour réussir l'ouverture à la concurrence et plus globalement la dynamisation du service public ferroviaire de transport et routier, puisque c'est désormais aussi une compétence de l'ART. Et nous recommandons que ces moyens soient sécurisés. Il y a aujourd'hui un vrai débat sur les moyens de l'ART. Et je le dis dans un contexte où, paraît-il, un certain nombre de personnalités politiques mettent en doute l'utilité d'avoir des autorités administratives indépendantes fortes. Celle-ci, je crois, a fait preuve de son utilité ces dernières années. Voilà, mes chers collègues, j'espère que ces quelques réflexions sur les réformes à engager pour réussir l'ouverture à la concurrence ouvriront un débat fructueux et de bonne foi. Je vous remercie. Merci. Nous en venons aux orateurs des groupes. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Daniel Boulbois. Merci, Monsieur le Président. Au nom des députés de la majorité, je tiens tout d'abord à remercier nos chers collègues co-rapporteurs, M. David Valence et M. Emmanuel Maquet, pour la qualité de leurs travaux sur l'évaluation de l'impact de la loi du 27 juin 2018. Ce nouveau pacte ferroviaire organise une profonde réforme du secteur ferroviaire par l'ouverture du marché domestique à la concurrence, par la reprise d'une partie de la dette et par la sociétisation en hippique du groupe SNCF. Comme vous le démontrez bien, cette réforme, qui peut apparaître libérale, est cependant fortement encadrée et nourrie de nombreuses dispositions dérogatoires du droit commun, qui fait que le service public, le droit administratif et la sécurité à la française résistent bien. Comme vous le constatez aussi, la loi est en bonne voie d'approbation par l'ensemble des acteurs concernés, sur le temps long, certes, car certaines régions sont encore loin d'être en ordre de marche. La loi modernise la direction du groupe SNCF, permet de répondre aux difficultés financières du groupe avec un contrat de performance pour chaque EPIC. Concernant le cadre de l'emploi des salariés, vos travaux mettent en évidence la nécessité du dialogue sur les conditions sociales de l'ouverture à la concurrence, qui est trop souvent assimilée, à tort, à une privatisation. Bien que le système ferroviaire français ait été délaissé depuis trop longtemps, il y a une bonne nouvelle, c'est que le réseau français ferroviaire a un fort potentiel, deuxième plus grand réseau européen, et vous le considérez comme sous-exploité. D'ailleurs, il attire déjà 40 offres d'opérateurs solides. L'ouverture à la concurrence est donc une opportunité conséquente pour améliorer la mobilité de nos concitoyens. Par exemple, avec l'arrivée, comme vous le soulignez, de l'opérateur Trenitalia, qui a permis une augmentation importante de l'offre des trajets et la réduction du coût des billets. D'où l'espoir de rouvrir certaines lignes à grande vitesse, suspendues arbitrairement par la SNCF, qui refuse de les remettre en service, telles que la ligne Strasbourg-Marseille.
D'autre part, vous l'avez dit, nous allons investir dans un grand plan de développement annoncé par Madame la Première ministre du ferroviaire, 100 milliards d'euros d'ici 2040. Donc comment allons-nous articuler ces investissements avec le pacte ferroviaire de 2018 ? Et comme vous, nous soutiendrons nos organismes ART, Merci. EPSF, Merci. des établissements publics de sécurité financière et de régulateurs de qualité auxquels nous sommes attachés. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Annick Cousin. Je suis incapable. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur les rapporteurs pour votre rapport de qualité qui nous permet de faire le point sur l'application du pacte ferroviaire de 2018. Il y aurait tant de choses à dire mais nous n'avons malheureusement que 2 minutes. Suite à la réforme, la SNCF a transformé ses 2 EPIC, SNCF Mobilité et SNCF Réseau, en 2 sociétés anonymes. Depuis, l'objectif de la SNCF est d'augmenter sa rentabilité et cela se passe au détriment de son personnel. En effet, personne n'avait anticipé que la SNCF Voyageurs aurait créé des filiales pour répondre aux différents appels d'offres des régions. Les cheminots de ligne concernés n'ont pas d'autre choix que de quitter la SNCF pour rejoindre sa filiale. Un refus de leur part pourrait être un motif de licenciement. Ma première question est quelles sont les garanties d'évolution de carrière pour le personnel transféré dans ces nouvelles entreprises ? Lors des auditions, 3 autres sujets sont revenus régulièrement. La vétusté du réseau, le prix du péage et la billettique. Pensez-vous que l'ouverture à la concurrence résoudra le problème de la vétusté du réseau ? En Allemagne, qui est souvent citée en exemple, cela n'est pas le cas. En 2022, seuls 65% des trains de la Deutsche Bahn sont arrivés à l'heure. Cette dégradation a été augmentée de 10% par rapport à l'année 2021. Le prix du péage est justement là pour répondre à la maintenance de nos réseaux ferroviaires, mais celui-ci est un frein pour le développement des offres en raison de son prix élevé. Que préconisez-vous ? Et enfin, l'ouverture à la concurrence a été un flou pour les voyageurs au niveau de la billettique. Chaque région a son propre service et ses propres cartes d'abonnement. Un guichet unique, par exemple, tenu par une filiale de la SNCF, pourrait être une solution sur un long terme. Quelle est votre vision ? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise NUPES, la parole est à Loïc Prudhomme. Merci Monsieur le Président, merci messieurs les rapporteurs. Monsieur le rapporteur Valence, vous nous appelez à la bonne foi dans nos interventions et pourtant ce rapport est une véritable louange à la concurrence, pour le moins orientée, la preuve par la réalité. D'abord la fable de la sacro-sainte concurrence à travers l'Europe qui serait une réussite sensationnelle. En Allemagne, alors même qu'ils ont effacé la dette ferroviaire et investi 6 fois plus que nous dans le réseau, les opérateurs privés sont en faillite et jettent l'éponge les uns après les autres. Quelques années de concurrence et aujourd'hui les pertes sont socialisées et il est envisagé de substituer des bus aux trains dans certaines régions. En Angleterre et en Belgique, pour ne pas les citer, nos voisins font carrément marche arrière en renationalisant leurs entreprises du ferroviaire. La Suisse, pour finir le tour de table, bénéficie elle d'un système qui fonctionne avec un système 100% public et aucune concurrence. Ensuite, les exemples sous vos yeux en France. 2 exemples pour illustrer, à l'inverse de votre rapport, la faillite de la concurrence du rail qui capte pourtant massivement des subventions publiques, comme vous l'avez rappelé. Premièrement, Railcoop, un naufrage financier, véritable pyramide de Ponzi. La levée de fonds de Railcoop a été organisée sur un modèle économique dépendant des capitaux privés. Résultat, une faillite en marche. Ceux qui y ont cru y ont laissé des plumes, particuliers comme collectivités. Les usagers attendent encore le service promis et le fret ferroviaire vient d'être abandonné par Railcoop. Mon deuxième exemple est justement celui du fret, qui devrait collectivement nous ouvrir les yeux. L'ouverture à la concurrence en 2006, qui devait augmenter la part modale de ce fret ferroviaire, l'a fait drastiquement chuter. Je veux profiter de cette occasion qui m'est donnée pour rappeler un fait simple. Seule une entreprise ferroviaire unique, intégrée et publique, permettra de retrouver un maillage territorial et un service aux usagers à la hauteur des besoins. C'est par ailleurs ce qui avait poussé à l'unification des compagnies privées du rail en 1937 pour créer la SNCF. Au final, dans votre rapport, vous défendez un modèle archaïque et inefficace qui, finalement, nous ramène 86 ans en arrière. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Antoine Vermorel-Marquez.
Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, messieurs les rapporteurs, nous tenons tout d'abord, au nom du groupe Les Républicains, à féliciter nos deux collègues pour la qualité de leur rapport et la preuve que la polémique qui avait pu avoir lieu dans nos débats a laissé place à un débat plus pacifique à la suite de l'évaluation de cette loi. 5 ans après, vous avez donc voulu évaluer l'impact de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, motivé à l'époque par le 4e paquet ferroviaire européen et promettant d'apporter avec elle les bienfaits de l'ouverture à la concurrence. Augmentation du trafic et de la qualité, baisse des coûts et des prix, hausse de la demande et report modal vers le train bénéfique à la transition écologique. Reconnaissons d'abord que les craintes alors exprimées sur le démantèlement de la SNCF ou la fin du recrutement au statut ne se sont pas matérialisées. Il faut dire qu'à l'époque, le gouvernement n'avait pas voulu bousculer l'opérateur historique en privilégiant une intégration verticale, ni d'ailleurs en bousculant les conditions salariales en conservant de confortables avantages suivant la fameuse clause du grand-père. Votre rapport le dit, le taux d'exécution des textes d'application est satisfaisant et le principal atout de cette loi aura été de maintenir sous pression la SNCF en termes d'efforts de gestion interne et de recherche de compétitivité, comme en témoigne le développement massif des services Ouigo. Des régions comme les Hauts-de-France ont aussi habilement su tirer parti de cette saine émulation concurrentielle en poussant l'opérateur historique à l'innovation. Mais qu'en est-il des gains pour la qualité de service et l'usager ? Si la réforme est réussie techniquement, force est de dire qu'elle n'est pas encore déployée à grande échelle, avec sur la grande vitesse un seul nouveau service opéré par Trenitalia sur la ligne Paris-Lyon et seulement 3 appels d'offres TER en attendant leur déploiement progressif par les régions. Les bénéfices sont donc encore modestes, même si tout bilan exhaustif à ce stade serait prématuré au vu du calendrier choisi par le législateur lui-même. Ce que montre enfin votre rapport, c'est que de nombreuses barrières à l'entrée invisibles n'avaient pas été prises en compte au moment du vote de la loi et demeurent, qu'elles soient externes comme le caractère très capitalistique du secteur ou la nécessité de disposer de matériel roulant, ou internes, que ce soit la qualité du réseau, la saturation des lignes, le niveau élevé des péages ou le manque d'indépendance, voire de savoir-faire du gestionnaire d'infrastructure. D'où l'urgence de rapidement passer aux travaux pratiques sur le plan train à 100 milliards d'euros annoncé par la Première ministre, car il n'y aura pas de concurrence pérenne et de développement de l'offre sur un réseau défaillant. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Gérard Le Seul. Merci, Président. Je remercie nos collègues pour la présentation de leur rapport. Cependant, ce rapport d'évaluation de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire tente de nous convaincre que l'ouverture à la concurrence du rail est une bonne chose, voire que ce serait l'unique solution pour rendre le service ferré efficient pour nos concitoyens. Cela a au moins la clarté de votre référence libérale, malheureusement angélique et en grande partie, de mon point de vue, obsolète. Nous n'avons donc pas appris grand-chose de l'expérience du réseau autoroutier français, ni de ce qui fonctionne bien chez nos voisins, comme en Suisse. Il nous semble préférable, il aurait été préférable de renforcer les moyens de nos entreprises publiques. Encore faut-il être constant dans ce soutien. Et je me permets de rappeler ici le débat que nous avons eu à propos d'un renforcement des moyens de la SNCF. Nous avions proposé 3 milliards et d'ailleurs un de nos rapporteurs présents nous avait répondu que la SNCF ne saurait que faire de cette somme. Nous l'avons voté dans l'hémicycle et malheureusement le recours au 49.3 a complètement annulé ce dispositif jusqu'à ce que Madame la Première ministre reprenne ces dispositions récemment. Mais voulez-vous mettre le train à l'heure des profits juteux des compagnies autoroutières ? Est-ce un cadeau indirect que l'on se prépare à faire aux investisseurs dans le cadre de cette ouverture à la concurrence ? En effet, les prestataires privés utiliseront le réseau ferroviaire entretenu et développé jusqu'ici par la SNCF, avec des rames revendues par la SNCF, entretenues dans des ateliers de maintenance mis à disposition par la SNCF, et même le personnel, nous l'avons entendu, pourrait être cédé par la SNCF. Alors bien évidemment, il y a un péage qui serait dû aux nouveaux prestataires, par les nouveaux prestataires à l'exploitant historique, mais on nous annonce d'ores et déjà que ce dernier est trop élevé et que le risque d'être dissuasif pour les nouveaux exploitants, avant de préciser qu'un régime dérogatoire est possible, voire souhaitable. Alors nous avons déjà eu l'expérience EDF, qui est un fleuron abîmé de l'industrie française. Est-ce que nous allons aujourd'hui offrir notre réseau ferré aux plus offrants ? Merci. Pour le groupe Horizon et apparenté, la parole est à Vincent Thiebaud. Oui, merci Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour la qualité de votre rapport. Vous remercier, vous les co-rapporteurs, Emmanuel Maquet et David Valence, et aussi l'ensemble des services et les administrateurs qui ont participé. Un rapport complet, objectif, qui nous permet d'avoir effectivement une vision claire de la situation
notamment sur la mise en œuvre de la loi Pacte ferroviaire. Tout d'abord, je voulais me féliciter de la dynamique que vous soulignez. Déjà, notre réseau ferroviaire, aujourd'hui, ne se dégrade plus, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Nous avons noté aussi que nous n'avons pas d'explosion, notamment par rapport à l'ouverture de concurrence d'acteurs privés qui sont arrivés, mais au contraire, un vrai challenge, notamment vis-à-vis de la SNCF, qui a su s'adapter et qui a donc fait un accroissement de son offre et a aussi permis un accroissement de la qualité des services pour les usagers, ce qui est notre principal souci. Je me félicite aussi la manière dont certaines collectivités territoriales ont pu se saisir pour redynamiser, voire sauver des lignes, et je pense notamment à l'Alsace, entre la ligne Strasbourg-Lauterbourg, qui était abandonnée, ou qui est en tout cas dans l'optique d'être abandonnée par SNCF, qui aujourd'hui va retrouver une nouvelle dynamique grâce à cette ouverture à la concurrence. Donc je m'en félicite. Je me félicite aussi également des optiques, notamment qu'ouvre ce pacte ferroviaire avec la mise en œuvre des réseaux métropolitains express. Toutefois, quand même des points de vigilance que vous signez dans votre rapport, la difficulté du recrutement qui aujourd'hui peut se faire ressentir notamment sur la qualité des services pour les usagers. Certes, pas un problème propre à la SNCF, mais auquel il faut que nous puissions apporter une réponse. Le financement, puisque aujourd'hui, même si ça permet de limiter, d'avoir stoppé la dégradation des lignes, il va falloir encore accentuer cet effort pour pouvoir renouveler nos lignes. Ainsi que également aussi une vigilance sur l'homogénéité des tarifications entre les différentes autorités organisatrices de mobilité, comme vous l'avez évoqué. Donc au nom du groupe Horizon, merci pour ce rapport, et si vous avez des éléments de réponse par rapport à ces points de vigilance, Merci. je les écouterai avec attention, Monsieur le Président. Merci pour cette intervention de plus de 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, je le sais. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Lisa Bellouko. Merci Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, chers collègues, cette mission d'évaluation a d'abord le mérite de mettre à l'ordre du jour le sujet du ferroviaire et de révéler l'ampleur du chantier qui reste à mener. Je vous cite, « Les investissements sur le réseau ferroviaire existant devront être continus, constants et lisibles pour le régénérer et moderniser ses infrastructures à la hauteur des ambitions. Le choc d'offres attendu ne pourra avoir lieu que sur un réseau dégradé. » Que l'on soit favorable ou non à l'ouverture à la concurrence, cette situation est préoccupante quant à la décarbonation de nos transports, qui représente 30% de nos émissions de gaz à effet de serre en France, car l'enjeu est là. Ces investissements continus, constants et lisibles, la gauche et les écologistes les ont portés pendant le projet de loi de finances. Je rappelle qu'ils ont été votés puis écartés par le 49.3. Mais si l'état dégradé du réseau est un frein à l'ouverture à la concurrence, la question du financement se pose. Est-ce uniquement de l'argent public qui doit venir financer les infrastructures qui serviront ensuite à des entreprises privées pour réaliser leurs bénéfices ? Plus largement, il est possible de douter des effets bénéfiques de l'ouverture à la concurrence. Nous sommes 20 ans après l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire. Or, il n'y a pas eu de report modal du routier vers le fret. Au contraire, le fret a connu une baisse de 43% des volumes transportés depuis. Nous ne rouvrons pas de lignes, nous n'arrivons même pas à maintenir l'existant. Plutôt qu'à une décarbonation de nos mobilités, c'est vers un délaissement des petites lignes et une marginalisation des territoires périphériques que nous entraîne cette ouverture à la concurrence. Je cite à cet égard le géographe Antoine Frémont. Une ouverture à la concurrence, liaison par liaison, porte clairement le risque d'un intérêt des nouveaux entrants limité aux services les plus rentables. Les moins rentables seront à la charge de l'opérateur historique qui devra alors plus que jamais faire l'aumône auprès des autorités organisatrices des transports pour en équilibrer l'exploitation. Autrement dit, la privatisation des gains sur les lignes rentables et la mutualisation des pertes sur les petites lignes. Difficile, dans ces conditions, de croire que la concurrence reconstruira un maillage territorial fin avec des lignes du quotidien. Dans mon département, par exemple, la ligne L'Encloître-Ligugé, fermée depuis des années alors qu'un besoin de mobilité réel existe, ce n'est pas Ouigo ou Trenitalia qui la rouvrira. Je vous remercie pour ce travail, mais je crois qu'il reste beaucoup à faire. Merci. Pour le groupe Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoire, la parole est à Guy Bricout. Merci Monsieur le Président, merci aux co-rapporteurs dont les exposés sont très complets mais qui ont déjà répondu à beaucoup de nos questions. Alors le gouvernement, il y a 5 ans, expliquait, lorsqu'il a déposé ce texte, vouloir faire du transport ferroviaire la colonne vertébrale de l'offre de transport. On peut dire, hélas, que l'on est encore loin du compte, tant les retards, pannes et autres incidents ponctuent encore nos trajets au quotidien, et j'en suis très souvent victime. Beaucoup de nos territoires se trouvent encore trop enclavés. Il y a encore du travail, il est donc utile de faire aujourd'hui le point sur la mise en œuvre du pacte ferroviaire,
D'autant plus que 5 ans après, la complémentarité entre grandes lignes et petites lignes est loin d'être assurée. Ce qui reste particulièrement problématique, et c'est ce que met notamment en exergue votre rapport, c'est l'état de notre réseau, sa vétusté. Vous dites vous-même en préambule de votre rapport, je cite, « Les investissements sur le réseau ferroviaire existant devront être continus, constants et lisibles. Or, nous le déplorons encore et toujours, rien n'est pérenne en la matière, ce qui évidemment ne porte pas à beaucoup d'optimisme. » Nous avions obtenu à l'époque de l'examen de ce nouveau pacte ferroviaire que soit renvoyée à un décret la liste des données devant être fournies par la SNCF au nouvel entrant. Qu'en est-il aujourd'hui de cette transmission? Se passe-t-elle de manière fluide? Y a-t-il des points de blocage particuliers? Et que préconisez-vous le cas échéant? Qu'en est-il à ce stade de la question du transfert des salariés? L'examen au Sénat avait à l'époque apporté beaucoup de garanties sur cette question, notamment sur le fait qu'il devait s'agir de transferts en priorité volontaires et que les salariés seraient informés 12 mois au préalable. 5 ans après, comment a-t-on ancré ces modalités? Des inquiétudes sont-elles encore palpables en la matière? Une question qui se pose souvent est celle de l'impact sur le coût des billets à l'ouverture de la concurrence. Pouvez-vous nous dire ce que les autres expériences européennes en la matière ont démontré et quid des premières expériences en France? Merci. Merci. Les orateurs de groupe ont pu s'exprimer. Messieurs les co-rapporteurs, si vous voulez bien répondre, en sachant que nous avons d'ores et déjà 6-7 questions. Merci en tout cas à l'ensemble des rapporteurs de groupe de vos interrogations et de vos interpellations. Peut-être rapidement, avant que David, qui connaît ce sujet mieux que moi-même au terme de ses auditions, nettement mieux que moi au terme de ses auditions, reprendra la main. Mais moi je voudrais peut-être tout d'abord recadrer un peu le cadre de notre mission. Tout d'abord, on n'était pas là pour refaire le débat de 2018. On était sur une mission d'évaluation de ce que la loi nous a donné comme élément. Et donc, tout ce qui va concerner privatisation, ouverture à la concurrence ou pas, ce n'était pas l'objectif, en tout cas, de ce que vous nous avez demandé de mener au cours de cette mission d'évaluation et du rapport qu'on vous a rendu. Moi, je pense que c'est important de le rappeler. Madame Brulbois fait bien le distinguo, effectivement, entre la privatisation et l'ouverture à la concurrence. Il ne s'agit pas, et on l'a entendu au cours des différentes auditions, ce qui a caricaturé en quelque sorte ce débat, c'est ce qui s'était passé en Angleterre il y a très longtemps, à l'époque de Margaret Thatcher, où on a tout privatisé. On n'est pas du tout dans ce cadre-là en France. Je pense que c'est important de rappeler ce qu'il en est réellement. Il s'agit d'ouvrir à la concurrence uniquement le transport et non pas le réseau. Et je pense que les choses méritent d'être rappelées. Concernant les interpellations de Dany Cousin du Rassemblement national, est-ce que cette ouverture à la concurrence se fait au détriment du personnel? Je ne le crois pas du tout. Je crois que dans le rapport, on vous l'explique assez clairement. Et moi, je voudrais réhabiliter aussi l'image de l'entreprise privée. L'entreprise privée, il y a des millions de personnes qui travaillent dans les entreprises privées et qui se réalisent dans les entreprises privées. Il ne s'agit pas non plus d'avoir cette caricature qui, à mon avis, est au cœur bien souvent de nos échanges et qui, à mon sens, n'existe pas. Et je pense qu'on aurait tout intérêt à réhabiliter davantage les entreprises privées qu'on ne le fait parfois dans des échanges un peu stériles. Concernant les propositions sur la billetterie et le guichet unique, je crois qu'on a dit des choses dans le rapport. Ça nous semble effectivement un point sur lequel il va falloir travailler, puisque cette ouverture à la concurrence nécessitera qu'il y aura de plus en plus d'offres concurrentes, et il faut une synthèse, il faut un accès, faute de quoi on se retrouvera dans un certain nombre de difficultés et on n'aura pas satisfait à l'objectif qui était la loi de 2018. Bon, sur les interpellations de Loïc Prud'homme, je pense que je laisserai David Valence nous répondre tout à l'heure plus précisément, mais là aussi beaucoup de caricatures peut-être de votre part, et c'est pas loin de moi cette idée. Je crois que, encore une fois, l'entreprise privée, c'est une entreprise qui fonctionne et c'est notre organisation économique qui le démontre chaque jour. Sur les remarques d'Antoine Vermorel, effectivement, la planification, c'est absolument nécessaire. Ça fait partie aussi des recommandations, des conclusions de notre rapport. On est très heureux qu'il y ait 100 milliards pour le train dans notre pays, mais cela étant, il y a besoin de rassurer aussi les opérateurs. Et il y a nécessité de dire de quelle façon ça va être déployé. C'est dans nos conclusions également. Et je crois qu'on l'a dit très, très clairement. Que vous dire d'autre, puisque globalement on tourne autour un peu des mêmes sujets.
Bon, je crois que dans notre rapport, on parle également des petites lignes qui sont effectivement ouvertes à la concurrence et qui, parfois, en fonction de l'état du réseau, permettent de relancer certaines fermetures qui handicapent le territoire rural. Je pense que c'était aussi l'une des orientations qu'on a voulu dans nos interpellations des différents opérateurs et de nos interlocuteurs. Moi, globalement, voilà, je vais peut-être laisser David le soin de répondre plus précisément, quitte à y revenir au travers des différentes questions. Merci, merci Emmanuel. Donc, je vais essayer de répondre globalement aux autres questions. Il y a en effet beaucoup dans les prises de parole, beaucoup d'interventions, je pense notamment à celle de Lisa Bellouco et d'Olique Prud'homme, qui se sont fondées pour critiquer, même si on ne va pas refaire le débat de 2018, la loi a été votée, c'est la loi de la France aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, qui se sont fondées sur l'échec de l'ouverture à la concurrence, en tout cas ce qu'ils estiment être l'échec de l'ouverture à la concurrence de Fret SNCF, en rapport avec les résultats actuels en termes de part modale. Je dirais que même quand on interroge des acteurs, y compris de SNCF Fret, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le fret ferroviaire ces dernières années, je crois qu'il n'y en a aucun qui expliquera que c'est l'ouverture à la concurrence qui a dégradé et qui explique le recul de la part modale. Les deux explications principales, enfin 3 explications principales. La première, c'est évidemment l'évolution de notre économie et avec parfois un coût d'entrée technique dans la solution fret ferroviaire qui fait que certains groupes sur des activités nouvelles hésitent ou n'ont pas le réflexe du fret. Et on peut souhaiter d'ailleurs que SNCF Réseau, là aussi, soit dans une démarche plus dynamique pour aller expliquer les solutions que le train pourrait apporter, puisqu'au-delà de 400 km, il est toujours moins cher sur le fret. La deuxième raison, c'est la mauvaise qualité du réseau. Comme il y a eu insuffisamment d'investissement, et là on était vraiment dans un trou noir, c'est-à-dire que théoriquement c'était SNCF Réseau qui devait entretenir à 100%, notamment les capillaires fret, mais aussi moderniser le réseau. Je pense notamment au passage des tunnels au gabarit P400 qui permet d'avoir des grandes liaisons européennes directes. Et SNCF Réseau n'en avait pas les ressources. Et du côté des autres acteurs, que ce soit les acteurs privés ou publics, les démarches d'investissement pour moderniser ou rénover ces voies ferrées, soit structurantes, soit nationales, de sorte que, enfin, soit petites lignes, qu'elles soient adaptées au transport de fret, ces démarches ont tardé. Il y a des régions qui se sont engagées assez vite, je pense à Centre-Val de Loire et à Grand Est par exemple. Mais aujourd'hui, cette dégradation de l'état du réseau, c'est une des raisons principales qui explique le recul de la part modale du fret, et tout le monde le sait. Et puis la dernière chose, c'est quand même, il faut bien le reconnaître, la très faible mobilisation du groupe SNCF sur le sujet du fret. Notamment parce que, et on vous dira, toutes les personnes qui connaissent le groupe vous diront que pendant longtemps, c'était un peu le parent pauvre, pour ne pas dire que parfois, c'était l'endroit où on envoyait ceux à qui on voulait faire des sanctions. Pourquoi ? Parce que structurellement, le péage en France est très faible, s'agissant du fret, par rapport aux comparaisons européennes, et très élevé pour le voyageur. Et donc, il y a un intérêt objectif du groupe public et de SNCF Réseau à proposer des liaisons voyageurs et à essayer de faire régresser les liaisons fret. Et ce mécanisme, il a commencé à être inversé avec la mise en place des plateformes qui mettent en lien les régions et les opérateurs de fret, la mobilisation financière des régions pour rénover certaines lignes capillaires, et puis la mobilisation financière forte de l'État, notamment dans le cadre du plan de relance et de la stratégie nationale de développement du fret ferroviaire, pour essayer de relancer le fret avec des résultats. Je veux dire, la part modale est passée de 9 à 10,7% en 2 ans, ce qui est significatif. Mais ça n'a, enfin, honnêtement, je veux bien qu'on fasse cette comparaison, mais ça n'est pas ça, en réalité, qui explique la dégradation de la part modale du fret, avec un objectif, je rappelle, en 2030, d'être à 18% pour notre pays. Il n'est pas exact de dire qu'en Suisse, l'offre de transport ferroviaire est 100% publique. Il y a beaucoup d'entreprises différentes qui proposent, qui ont parfois des actionnaires de la part des cantons et parfois pour partie des actionnaires privés. Je vous invite à vous renseigner un peu plus précisément. Quant à la Grande-Bretagne, elle n'a pas renationalisé, elle a renationalisé son réseau
puisque c'est l'erreur qu'elle avait commise. Jamais en France, il n'a été question de privatiser le réseau, l'actionnariat de SNCF Réseau, ni même du groupe public unifié SNCF. C'est bien, au contraire, le choix qui a été fait de garder un groupe public unifié par la loi de 2018. Et puis je m'étonne de voir critiquer un acteur coopératif. Je pensais que vous étiez favorable aux sociétés coopératives. Il y a des citoyens qui ont pris des actions dans RICOP, qui croient au transport public ferroviaire, y compris des citoyens engagés à gauche. Et donc je m'étonne qu'il y ait cette critique très forte. Et là aussi, je pense qu'il ne faut pas confondre, chers collègues, le moyen, c'est-à-dire est-ce qu'il faut une ouverture à la concurrence, est-ce qu'il faut un groupe public unifié, avec le but. Et le but, c'est pas d'avoir un groupe public unifié en tant que tel, c'est la solution qui a été retenue par la loi de 2018. Le but, c'est pas la gestion unique par un seul opérateur. Le but, c'est plus de trains. Il n'y en a pas assez aujourd'hui, au kilomètre de voies ferrées, et notamment sur les grandes lignes nationales. Et c'est en partie la décision du groupe SNCF. Plus de trains, donc. Deuxième chose qu'on cherche, l'amélioration de la qualité de l'offre. Troisième chose, si possible, la baisse du prix des tickets de train. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Et après, le chemin, nous, on estime en effet, je ne pense pas que ce rapport, je vous invite tous à le lire quand vous aurez un peu de temps et à ne pas caler vos armoires avec, mais ce rapport, je crois qu'il adopte une démarche tout à fait pragmatique sur ses effets, sur l'application de la loi. Sur le réseau, sur la dégradation de l'état du réseau, je voudrais quand même dire, je me permets de faire un peu de politique, il paraît qu'on a le droit ici, je voudrais quand même dire à certains des collègues que quand on regarde réellement, et je dis bien en euros constants, les moyens publics qui sont mis par l'État pour accompagner SNCF Réseau dans la rénovation du réseau depuis 2017, et qu'on les compare à ce qui a été fait, par exemple, cher Gérard Le Seul, entre 2012 et 2017, ça inviterait un certain nombre de collègues à la modestie dans la critique et dans les remords tardifs avec des amendements à 3 milliards d'euros, parce que je vous ai connu un peu plus objectif, et la réalité, c'est que notre réseau, il souffre d'un sous-investissement qui est pluridécennal, qui a commencé, ce niveau d'investissement a commencé à s'améliorer à partir de 2003. Et à l'époque, il faut saluer les efforts notamment de Dominique Bussereau, sous la présidence de Jacques Chirac. Et il y a eu une nouvelle accélération à partir de 2017, et en particulier à la faveur du plan de relance. Ça, c'est objectif. Alors, ce sont les chiffres qui, y compris, ont été signés, qui sont dans les 2 derniers rapports du Conseil d'orientation des infrastructures, et qui ont été signés, y compris par des collègues de gauche. C'est des chiffres objectifs. Qu'il faille faire plus, on en partage tous le constat. Je rappelle qu'il y a eu 150 millions d'euros de plus dans ce budget 2023 pour l'AFIT, et qu'il faille donner de la visibilité aux acteurs, on en partage tous le constat. Mais de là à dire que la situation du réseau est la responsabilité du gouvernement actuel, il y a je pense, un pas que la bonne foi interdit de franchir. D'ailleurs, un point sur lequel on pourrait revenir, c'est que objectivement, l'ouverture à la concurrence est gênée par l'insuffisante modernisation du réseau, puisque, chose très simple, on est un des pays européens les plus en retard sur le déploiement du système de sécurité européen ERTMS, et la plupart des matériels ferroviaires à l'étranger sont déjà équipés pour circuler sur des réseaux qui sont adaptés à ce système de sécurité. Et donc concrètement, c'est une des difficultés que Trenitalia a rencontrées pour s'installer sur le réseau français, c'est-à-dire qu'elle avait des matériels qui ne pouvaient pas circuler tels quels sur le réseau français, qui étaient insuffisamment équipés en système européen de sécurité ERTMS. C'est un système de sécurité embarqué qui réduit la part des opérations qui sont réalisées directement par les opérateurs de transport et qui permet de limiter le nombre d'accidents tel qu'il a été observé à l'étranger. Donc c'est une norme qui est en train de se déployer progressivement à l'étranger. L'Allemagne est dans un schéma de rattrapage de son retard très accéléré. Et en France, on est très très en retard. Au mieux, on sera avec le réseau structurant équipé en 2040, si on ne fait rien en 2060. Et donc, c'est un frein à l'ouverture à la concurrence qui est tout à fait objectif. Voilà, je crois que peut-être encore, je regarde encore s'il y a une question absolument essentielle. Mais vous ne vous inquiétez pas, vous aurez plein d'autres questions.
Oui, c'est bon. Je pense que ça me paraît suffisant. Question d'1 minute, Damien Adam. Merci messieurs pour ce rapport qui fait suite à la loi dont j'avais été le rapporteur à l'époque pour la commission des affaires économiques. Écouter les opérateurs comme Trenitalia officiant sur la partie Open Access est très instructif sur les perfectionnements à opérer pour booster l'offre ferroviaire. 4 sujets que j'ai identifiés qui nécessitent des peaufinements selon moi. Les péages, mais vous en avez parlé donc j'y n'y reviens pas. 2. L'information sur les travaux. SNCF Réseau ne semble pas toujours capable d'informer les opérateurs alternatifs avec anticipation et de chercher des solutions pour maintenir le service le moins dégradé possible. 3. En cas de retard imputable à SNCF Réseau, la pénalité payée aux opérateurs semble inférieure au coût que cela représente pour les opérateurs en remboursement des clients. 4. Le coût de l'énergie et la dépendance à SNCF Réseau sur ce sujet. Sur tous ces 4 sujets, les avez-vous identifiés? En avez-vous parlé lors de vos auditions? Proposez-vous des solutions pour y remédier? Je vous remercie. Merci. La parole est à Pierre Vatan. Merci Monsieur le Président, messieurs les co-rapporteurs. Tout d'abord, je voulais vous féliciter pour votre travail. Un instant, j'ai cru que nous auditionnions les candidats à la direction de la SNCF. Dans le cadre de votre mission, de nombreux acteurs ont dénoncé le manque d'impartialité, voire d'indépendance de SNCF Réseau, ce qui met en doute l'attribution équitable de sillons aux opérateurs concurrents de la SNCF. Vous en avez parlé un petit peu. L'autorité de régulation des transports préconise d'accroître ses propres pouvoirs de contrôle et de sanction pour veiller à cette indépendance. Ce levier sera-t-il suffisant ou faut-il privilégier une nouvelle loi pour trouver impartialité et indépendance ? L'État est-il motivé sur le sujet, lui qui n'avait pas particulièrement encouragé les ardeurs du président de SNCF Réseau, Patrick Jeantet, à l'époque? Je vous remercie. Merci. La parole est à Vincent Decker. Merci Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour féliciter et remercier nos collègues David Valence et Emmanuel Maquet pour la qualité de leur travail et évoquer la remise en service des lignes de desserte fine des territoires, une perspective que pouvait laisser espérer la loi de 2018. En Allemagne, 700 km ont été réouverts, certains fermés depuis plusieurs décennies, grâce à une aide conséquente de l'État vers les Länder, 8 milliards d'euros par an, alors que nous avons fait le choix d'interdire à SNCF Réseau de financer la réouverture des lignes fermées depuis plus de 5 ans, transférant aux régions la gestion des lignes à plus faible trafic. Pensez-vous réellement que les régions sont en capacité de soutenir financièrement la relance de ces petites lignes ? Enfin, pour aller vers le maillage du réseau que nous souhaiterions, il semble utile de pouvoir planifier les opérations. Pensez-vous que nous puissions envisager une programmation sur le long terme des investissements dans un contrat qui orienterait les efforts des opérateurs, plutôt que de s'en remettre au développement des dessertes au coup par coup au gré des résultats d'ouverture à la concurrence? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Christelle Pétex-Levé. Merci Monsieur le Président, messieurs les co-rapporteurs. Le futur de la grande vitesse représente un gros enjeu pour la pérennité du financement du réseau ferroviaire français. Et si la SNCF perd des parts de marché sur ce segment-là, les conséquences seraient lourdes. Vous paraît-il juste que le groupe SNCF continue de porter le coût de régénération du réseau et de lignes non rentables qui pèsent sur sa compétitivité, alors qu'il dépend de recettes issues d'un marché où ses rivaux n'ont pas ces contraintes? Dans ce cas, quel modèle de financement alternatif pourrait-on prévoir? N'y a-t-il pas le risque que la SNCF mette fin à son système de péréquation interne qui permettait de faire circuler y compris des lignes déficitaires pour se concentrer sur des marchés rentables comme le Paris-Lyon? L'idée de moduler les péages, voire de péages négatifs pour y remédier est-elle envisagée? Trenitalia a obtenu une réduction de ses péages pendant 3 ans, d'où ses tarifs attractifs. Même au nom de la concurrence, cette distorsion est-elle légitime? La directive de 2016 autorise les États à limiter le droit d'accès aux concurrents s'il compromet l'équilibre économique d'un service public. L'application de cette clause a-t-elle ou est-elle, à votre connaissance, envisagée? Je vous remercie. Merci. La parole est à Hubert Hoth. Merci Monsieur le Président. Merci à nos 2 rapporteurs pour le travail qu'ils nous proposent aujourd'hui. Et ma question rejoint celle de Monsieur Decker à l'instant. Comment voyez-vous la situation à venir en ce qui concerne les petites lignes, justement, qui dépendent effectivement des investissements que nous proposeront les régions, les grandes régions actuelles, et sachant que le transport ferroviaire est l'héritage d'un grand service public, avec la noblesse de celui-ci, et qu'il doit répondre à un principe républicain fondamental qui est celui de l'égalité. Et l'égalité du citoyen en matière de transport ferroviaire, c'est la possibilité de bénéficier dans la proximité de cette offre de transport qui
est d'autant plus importante aujourd'hui que nous connaissons les grands principes auxquels nous devons répondre pour être dans cette transition écologique et énergétique qui est un impératif actuel, en offrant à tous les citoyens de ce pays la possibilité de prendre le train et donc d'être dans cette alternative vertueuse. Merci. Merci. La parole est à Gérard Le Seul. Merci Président. À l'invitation de notre co-rapporteur, je me placerai donc sous l'adage bonne foi et mémoire. Alors, on voit mal, cher co-rapporteur, pourquoi les prestataires privés investiraient dans les lignes les moins rentables, pourtant essentielles, on le sait, au désenclavement de certains territoires. Si dans le même temps, ces mêmes prestataires cassent les prix sur les lignes rentables qui permettraient à la SNCF de mutualiser, d'équilibrer, comme ça a été dit à plusieurs reprises, sa politique tarifaire. Comment imaginer que la mise en concurrence n'aboutira pas finalement à sacrifier mécaniquement les lignes de petite desserte ou de desserte fine du territoire ? On nous présente cette loi comme devant permettre un meilleur service, et vous en faites l'évaluation, je suis d'accord, mais on la présente comme pouvant permettre un meilleur service aux usagers par les bienfaits de l'émulation. Mais on le sait, dans la situation d'urgence climatique qui est la nôtre, qui rend nécessaire de repenser nos mobilités, jeter en pâture le secteur ferroviaire aux spéculations privées, ou en tout cas aux intérêts privés, comme on l'a fait avec l'énergie ou l'autoroutier, ne nous apparaît pas souhaitable. Ma question est donc simple, je vous prie de m'excuser. Quel sera le prix collectif à payer pour offrir cette mise en concurrence et quelles sont les conséquences réelles de la mise en concurrence sur la desserte de nos petites lignes ? Merci. La parole est à Nicolas Ray. Merci Monsieur le Président, messieurs les co-rapporteurs. Votre rapport souligne que l'une des principales barrières à l'entrée sur le marché du ferroviaire réside dans le coût d'acquisition du matériel roulant, coût d'acquisition bien sûr, lié aussi à la pénurie de matériaux, au manque de constructeurs ferroviaires dans notre pays. Aujourd'hui d'ailleurs, ces fournisseurs ne tiennent pas leur planning pour la fourniture des matériels roulants. Je pense notamment à la société espagnole CAF qui doit fournir les nouvelles rames sur le Paris-Clermont et qui accuse un certain retard dans la fourniture. Alors dans votre rapport, vous proposez de développer le marché de l'occasion et de la location via une ROSCO publique. Cette proposition peut être intéressante effectivement, qui permettrait de lisser les coûts d'acquisition, mais quelques questions et quelques précisions par rapport à cette proposition. Qui gérerait ce marché de l'occasion ? Quel calendrier pourrait permettre l'instauration de ce marché, de cette ROSCO ? Quelles seraient les garanties d'impartialité aussi dans l'attribution de ces contrats ? Mais enfin, inconvénient, est-ce que ce système ne pourrait pas conduire une nouvelle fois à attribuer aux lignes moins rentables des rames de seconde main, d'occasion, forcément moins modernes, et ce qui aboutirait à un service à 2 vitesses ? Merci. Chers collègues, il me semble que tout le monde a pu poser question. Vous n'étiez pas inscrite, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre la parole, je vous en prie. Non, mais je vous en prie. Merci Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs, chers collègues. Votre rapport est censé donner une évaluation des impacts de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Mais il est tellement flatteur qu'il en oublie presque son objectif. Il est incomplet, la loi voulait remettre des trains du quotidien, et ce notamment en constatant qu'il y avait une disproportion avec les grandes lignes. Dans votre rapport, il n'y a ni bilan ni recommandation à ce sujet. Selon vous, il y a plus d'offres dans les pays où on a ouvert à la concurrence, mais vous ne détaillerez pas davantage cette offre. Par ailleurs, on passera sur les limites de telles comparaisons, surtout avec des échantillons aussi faibles. Par-ci, par-là, vous avancez quelques prévisions localisées, mais comme on le voit avec l'exemple de Railcoop, que mon collègue Loïc Prudhomme a explicité, on peut difficilement se fier aux prévisions, surtout quand celles de la loi initiale ne sont pas réalisées. Alors j'ai 2 questions simples. Messieurs les rapporteurs, est-ce que déposer des amendements de suppression sur la proposition de loi de Hubert Wulfranc était vraiment pertinent ? Et est-ce que vous abandonnez totalement la desserte fine du territoire au point de ne plus en parler ? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions, messieurs les rapporteurs, co-rapporteurs. Je vous laisse le soin de répondre. Bien,
Merci de ces différentes questions. Je crois qu'elles se recoupent par un certain nombre d'entre elles, donc peut-être faire un balayage global. Un des sujets que vous évoquez, c'est effectivement le coût des péages. Ça ne nous avait pas échappé dans nos recommandations. On les évoque assez longuement, avec des approches différentes en Europe et un coût de péage pour le transport voyageur qui est extrêmement élevé en France. Hein. C'est effectivement rappelé dans le rapport, et avec des propositions, alors, y compris l'une d'entre elles qui consisterait à avoir plutôt une approche par une forme de forfait sur en quelque sorte un territoire sur une étoile, hein, de mise en concurrence, avec peut-être une incitation à faire rouler davantage de trains, de façon à ce qu'il n'y ait pas en quelque sorte une redevance péage qui évoluerait disproportionnée avec le trafic qui monterait en puissance. Enfin, il y a des propositions qui permettraient peut-être d'avoir une approche, si entre guillemets, plus intelligente que le péage tel qu'il est mis en place aujourd'hui. Enfin, ça nous a été souvent rappelé, souvent évoqué comme étant un frein aujourd'hui, y compris sur un certain nombre de petites lignes, puisque c'était un des sujets que vous évoquez également, sur lequel on a lourdement insisté, puisque nous aussi sur nos territoires, vous le savez, pour participer aux réunions de notre commission régulièrement, nous intervenons sur ces sujets. La desserte de nos territoires ruraux, effectivement, c'est au cœur aussi de notre engagement public, avec généralement des lignes qui n'ont pas été du tout entretenues pendant des années, qui sont bien souvent fermées, qui nécessitent de gros investissements. Alors dans les propositions de la Première ministre, effectivement, on est attentif à ces investissements, notamment avec les contrats de plan État-région, sur lesquels il y aura nécessité d'y remettre beaucoup d'argent avant de voir certains trains rouler. Sur les travaux et les retards accumulés, effectivement, c'est pour être comme Guy Bricout, un usager du train très régulièrement sur l'étoile d'Amiens, j'en connais les conséquences. Si on prend l'appel d'offres de l'étoile d'Amiens, SNCF sera plus fortement pénalisée aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque, alors que dans la négociation préalable, elle ne voulait pas lâcher sur ces sujets, et aujourd'hui la mise en concurrence nous a permis, nous la région des Hauts-de-France, d'obtenir ce que nous n'obtenions pas auparavant. Je pense que c'est une réponse extrêmement concrète de l'application de la loi portant nouveau pacte ferroviaire de 2018 dans ces aspects très intéressants. Sur les acquisitions de matériel, question posée par Nicolas sur la proposition de Roscoe, je pense que David y répondra, puisque c'était l'une des idées qu'il portait dans nos différentes négociations. Sur les modalités de ce que Christelle évoque, de péréquation, je pense qu'effectivement ça fait partie des sujets qui sont devant nous, des sujets très intéressants, puisque si on n'arrive pas à cette péréquation, bien évidemment ça nécessiterait l'abandon de certaines lignes peu rentables. Mais c'est aussi dans les appels d'offres sur les différentes étoiles, ça fait partie des sujets. Effectivement, il y a des lignes qui sont très rentables, d'autres qui ne le sont pas. C'est l'ensemble qu'il faut regarder, non pas d'avoir un regard sur une seule ligne, faute de quoi on passerait à côté, bien évidemment, des objectifs qui sont les nôtres. Mais c'est la même chose, je pense, que dans nos politiques publiques en général. David ? Merci Emmanuel. Non, finalement, il y a des questions à la fois sur le réseau et puis il y a des questions sur le matériel. Sur le réseau, comme l'a dit Damien Adam, et je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse notamment à sa première question, mais la qualité de l'information et de la planification des travaux du côté de SNCF Réseau, c'est une condition pour donner de la fiabilité et de la crédibilité, d'abord dans l'œil du voyageur, à l'offre de transport ferré en France. Et même si on nous dit souvent que les travaux sont prévus à 3 ans, au moins en avance, et notamment pour les plus conséquents, il est vrai qu'il y a pas mal de travaux quotidiens, parfois d'urgence, et notamment sur des lignes 8C 7 à 9, mais aussi sur du réseau structurant, qui perturbent profondément et sur lesquels SNCF a du mal parfois à trouver la meilleure manière de prévenir les compagnies qui font rouler des trains sur ces liaisons. Et c'est une des difficultés. Voilà. Pour la réseau, il faudra notamment que SNCF Réseau connaisse mieux son patrimoine qu'elle ne le connaît aujourd'hui. C'est une évidence, il y a une méconnaissance de ce patrimoine, y compris sur le réseau structurant et de sa qualité dans toutes ses composantes, de la voie jusqu'aux ouvrages en terre. Donc je n'ai pas la réponse. Mais en effet, on peut aussi ouvrir la question de savoir comment il y a une forme
dialogue avec la société qui fait rouler des trains sur la compensation offerte aux voyageurs sur le coût induit par ces suppressions de circulation ferroviaire et par les circulations routières créées. Même si faire rouler un car, c'est toujours moins cher que faire rouler un train, on peut le regretter, mais c'est ainsi. Toujours sur le réseau, sur les petites lignes ferroviaires, je crois qu'il faut vraiment être très clair. Hein. Il y a le sujet des circulations, il y a le sujet du réseau. Dans les circulations ferroviaires, il y a deux types d'offres. Les services librement organisés, c'est-à-dire c'est des services sur lesquels chaque opérateur est libre sans que personne ne lui dise quoi que ce soit, sauf dans le dialogue qu'il a avec SNCF Réseau, de proposer une offre. Et ça, évidemment, ça concerne essentiellement les magistrales, les grandes liaisons, qui ne sont pas forcément des liaisons à grande vitesse. Ça peut être le Paris-Clermont. Mais aujourd'hui, tout le monde est libre, toute entreprise est libre de faire des propositions sur ce type de desserte, sans en référer à quiconque, sauf dans le dialogue avec SNCF Réseau. Et donc là, on est vraiment sur de la grande ligne de desserte qui souvent a un rapport de recettes sur dépenses assez favorable. Ce n'est pas le cas de toutes les lignes, mais en tout cas plus favorable. Et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les services conventionnés, c'est-à-dire ceux qui sont organisés par quelqu'un, et ce quelqu'un paye le déficit d'exploitation à 100%. Et donc ça, c'est les régions, et c'est l'État sur certaines de ces grandes lignes. Je parlais de Paris-Clermont tout à l'heure. Je l'ai fait de façon imprudente. En fait, par exemple, un opérateur serait tout à fait libre de proposer une ligne qui n'existe pas entre Lille et Clermont-Ferrand direct s'il le voulait, puisque cette ligne n'existe pas, ça fait partie du service librement organisé. En revanche, le Paris-Clermont lui-même, c'est l'État qui l'organise et c'est donc l'État qui en compense le déficit. Donc la réponse aux questions nombreuses en disant finalement cette ouverture à la concurrence, ça va faire que les opérateurs alternatifs iront seulement sur les lignes les plus rentables et on va fermer des petites lignes, elle est tout à fait résolue par ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque pour les opérateurs alternatifs à candidater sur des appels d'offres régionaux ou des appels d'offres TET, puisque ce risque, il est compensé à 100% par l'État ou par les régions. Donc c'est un raisonnement qui ne marche pas. Hein. À partir du moment où on est dans le service conventionné, il y a une sécurisation du risque. Donc il n'y a aucune espèce de probabilité que mécaniquement, et sur le seul sujet des circulations, l'ouverture à la concurrence se traduise par des fermetures de petites lignes ferroviaires. Puisque sur ces petites lignes-là, sur les UIC 7 à 9, on revient sur le réseau, les services qui existent sont des services régionaux. Et donc, dont là, encore une fois, le déficit est compensé à 100% par les régions. Donc voilà, je m'élève tout à fait en faux contre cette vision. Sur les péages, l'excellente question de Mme Pétex-Levé, puisqu'aujourd'hui, quand en effet il y a des bénéfices qui sont réalisés sur les circulations ferroviaires par SNCF Voyageurs, il y en a une partie qui est redistribuée à SNCF Réseau. C'est un mécanisme qui intervient en totale contradiction avec l'esprit de la loi de 2018, mais qui permet qu'en effet, des lignes très rentables, comme les Paris-Lyon, viennent abonder par les résultats qui sont réalisés, la réfection d'infrastructures sur d'autres lignes, par exemple du réseau structurant ou même du réseau UIC 7 à 9 quand SNCF Réseau a pris des engagements. Et je veux rejoindre le raisonnement qu'a tenu mon collègue Emmanuel Maquet, c'est que c'est dans l'équilibre global entre tarifs conventionnés et bénéfices réalisés sur des lignes nationales rentables qu'on estime que dans l'ensemble, le groupe public SNCF doit s'y retrouver. Puisque, après tout, s'il y a beaucoup plus de trains qui circulent sur des voies ferrées, même avec des péages qui pourraient être un peu plus limités, le groupe SNCF Réseau s'y retrouvera. Et donc le pari, qui est celui de l'ouverture à la concurrence, c'est que le surcroît d'offres provoqué par l'ouverture à la concurrence viendra compenser la possible perte de bénéfices qui pourra exister sur les lignes les plus rentables aujourd'hui exploitées par SNCF Voyageurs et dont une partie des bénéfices revient à SNCF Réseau. J'espère que j'ai été tout à fait clair. C'est l'hypothèse qui est posée. Et après tout, il y a toujours dans une loi, il y a toujours une forme de pari qui est fait. Et on verra, on tirera le bilan. Là aussi, il faudra le faire de façon objective de ce pari-là
d'ici quelques années. Pour le moment, en tout cas, avec la faible expérience qu'il y a sur Trenitalia, sur Paris-Lyon, et qu'il va y avoir avec Renfe, sur cette même ligne, et aussi sur de la plus longue distance, eh bien, il n'y a pas de preuve que SNCF ait vraiment perdu de l'argent sur cette ligne à date. Je dis bien à date. Je ne veux pas revenir sur le mécanisme des petites lignes ferroviaires, mais encore une fois, j'insiste. Il y a aujourd'hui des conventions, des accords qui ont été signés par la plupart des régions françaises qui permettent de donner un chemin pour ces petites lignes, qui prévoient 3 catégories de petites lignes. Celles qui sont d'intérêt national, il y en a 14 en France pour le moment, qui sont reprises en financement à 100% par SNCF Réseau, traitées comme des UIC 1 à 6. Celles qui vont relever d'un cofinancement classique entre l'État et les régions dans le cadre des CPER, qui sont évoquées comme des petites lignes d'intérêt régional. Et puis celles qui sont reprises, elles sont moins nombreuses que celles qui sont reprises par SNCF Réseau, celles qui sont reprises à 100% en financement par les régions, qui sont considérées comme d'intérêt local. Ces accords ont été signés dans la plupart des régions françaises, ce n'est pas le cas dans toutes, ce n'est pas le cas en Auvergne-Rhône-Alpes par exemple, mais là où il y a accord, le chemin est clair pour savoir ce qu'on va faire de ces petites lignes dans les années qui viennent. Et on ne peut que souhaiter qu'il y ait cette multiplication des accords. Et là aussi, je taquine mon collègue Gérard Le Seul, que j'apprécie, il le sait. C'est une façon de revenir sur l'injonction qui avait été donnée dans le contrat de performance en 2017 à SNCF Réseau de ne plus entretenir ces petites lignes en janvier 2017, signé avec l'État et avec un gouvernement qui était différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Et on ne peut que regretter d'ailleurs sur les petites lignes ferroviaires, pour répondre à la collègue de la France Insoumise, que le texte d'Hubert Wulfranc n'ait pas été présenté, parce qu'on avait tous abouti en sortie de réunion à un texte qui faisait un moratoire sur les fermetures de petites lignes ferroviaires aujourd'hui circulées ou fermées depuis 2017, moratoire pour 10 ans. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'on avait voté dans cette commission, avec le soutien de l'ensemble des groupes de cette commission. C'était un texte de compromis, mais qui était extrêmement ambitieux et qui mettait tout le monde face à ses responsabilités, et l'État et les régions. Et moi, je suis vraiment je l'ai dit aux collègues, très surpris qu'il n'ait pas été maintenu, parce que c'était une belle victoire pour la Commission et pour nos territoires que d'avoir un texte comme celui-là. Et j'espère qu'on aura l'occasion de le reprendre à un moment ou à un autre. Et je termine sur le sujet des matériels. D'abord pour dire là aussi à Gérard Le Seul que les matériels ne seront pas revendus à d'autres entreprises. Ils sont des propriétés publiques, puisqu'ils deviennent propriété soit de l'État, soit des régions, et donc ils sont mis à disposition. Donc ça reste des biens publics. Et pour dire aussi que, pour répondre à Nicolas Ray, que cette proposition sur des roscoes publics, alors elle vient, c'est vraiment, on en a l'initiative pour le coup. Dans le cas présent, ce serait la liberté, ces entreprises-là auraient la liberté de proposer aux opérateurs alternatifs leurs services. On ne pourrait pas leur demander de règles particulières en matière d'impartialité, même si elles avaient des actionnaires publics majoritaires. Il faudrait ce serait la libre règle du marché. Mais ça pourrait offrir des solutions, notamment pour ceux comme Railcoop qui ont voulu imaginer des grandes liaisons qui correspondent à des itinéraires qui n'existent pas aujourd'hui. Je pense à Thionville-Saint-Étienne pour un itinéraire et avec beaucoup de cabotage entre les deux, et pour lesquels ils étaient confrontés à ce manque de matériel. Je voudrais aussi m'élever contre l'idée que les rames de seconde main seraient déployées sur les lignes les moins rentables. L'histoire du matériel ferroviaire en France fait que les rames les plus anciennes sont souvent les plus capacitaires, et notamment les fameux corails. Et donc quand vous allez sur des lignes qui sont très rentables et où il y a beaucoup de voyageurs, en général, vous voyez des corails. Et si on reste par exemple en Grand Est, si vous allez entre Strasbourg et Mulhouse, vous voyez énormément de corail, mais tout simplement parce que c'est les matériels qui permettent d'emporter un maximum de personnes. Donc il n'y a pas d'adéquation entre le niveau de modernité du matériel et le type de ligne. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà. Voilà, je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Merci en tout cas de votre intérêt pour ce rapport. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Gérard Le Seul.
Oui, merci Président. Merci pour le travail que vous avez effectué, cher co-rapporteur. Dans la conclusion de votre introduction, vous pointez la difficulté, entre guillemets, de l'acceptation sociale et finalement le doute qui est émis par de nombreux agents, y compris, on va dire, par plusieurs parties prenantes. Et donc, de votre point de vue, comment pouvez-vous arriver à convaincre du bien fondé de cette ouverture à la concurrence à l'ensemble de ces parties prenantes qui aujourd'hui, sur le terrain, expriment la plus vive inquiétude? Bon, d'abord, j'insiste parce que on a eu des échanges qui ont duré, qui ont été nourris avec les syndicats. Le sujet d'une offre de transport public ferroviaire, c'est un sujet qui appartient à tous les Français. Ce n'est pas un sujet technique, c'est aussi un sujet technique. Mais c'est un sujet sur lequel tout le monde a le droit d'avoir un avis et une opinion. Et il se trouve que, il faut le rappeler ici, la majorité des Français sont favorables à l'ouverture à la concurrence du service public du transport ferroviaire. C'est une réalité, une écrasante majorité de Français. Ensuite, le sujet que vous exprimez et il y a des sondages à l'appui de cette analyse. Le sujet que vous exprimez, c'est un vrai sujet. Le sujet de comment est-ce qu'on fait adhérer, c'est un sujet de transformation de l'action publique ou d'une entreprise, comment est-ce qu'on fait adhérer des salariés à une transformation de leur entreprise et de la manière dont elle exerce son service public. Si j'étais provocateur, je vous dirais même que certains et beaucoup de cheminots sont encore hostiles à la régionalisation du transport public régional, qui a été opéré en 2002. Quand vous discutez avec eux, ils sont convaincus que c'était mieux à l'époque de l'État, ce qui est contredit par toutes les statistiques en matière de nombre de trains qui circulent, de qualité de l'offre. Mais c'est cette espèce d'idée où parfois la nostalgie tient lieu d'identité d'entreprise. Donc il y a un vrai sujet d'adhésion, d'embarquer les salariés dans ce projet-là, avec cette idée que, comme pour la Deutsche Bahn, ça se traduira nécessairement par plus de trains qui circulent. Parce que c'est quand même ça l'objectif. On fait pas le transport public ferroviaire, c'est pas une politique pour spécialistes. Il y en a. Vous en êtes un. Il y en a ici dans cette salle. C'est une politique qui s'adresse aux citoyens. Et donc le citoyen, ce qu'il veut, c'est avoir plus de trains, une meilleure qualité de service et si possible, un prix qui soit accessible. Et donc convaincre et embarquer les salariés, de toute façon, du groupe public SNCF dans quelque chose qui va être la réalité de demain, quoi qu'il arrive. Et je rappelle que un des premiers jalons pour l'ouverture à la concurrence, il a été posé, y compris par des gouvernements de gauche en 2014. Embarquer ces salariés vers ce projet, c'est une nécessité. Et aujourd'hui, là je partage absolument ce que vous dites, et je voudrais aussi saluer votre implication, puisque un de vos collaborateurs a assisté à la quasi-totalité de nos auditions, et c'est un des grands défis du groupe SNCF, et on ne réussira pleinement ce qui était prévu en 2018 aussi qu'à cette exigence-là. S'il y a un vrai changement de mentalité, une vraie définition aussi d'un nouveau projet pour le groupe public ferroviaire, qui se tourne peut-être encore plus vers l'usager et qui convainque chacun que l'ouverture à la concurrence est une chance pour le groupe SNCF. Merci, chers collègues. En application de l'article 145 alinéa 7 de notre règlement, je vais mettre maintenant aux voix l'autorisation de publication du rapport. Qui est pour? Qui est contre? Eh bien, il me semble que la publication du rapport est autorisée. Chers collègues, on se retrouve cet après-midi dans cette même salle pour l'audition en application de l'article 13 de la Constitution de M. Marc Papinutti, dont la nomination est proposée aux fonctions de président de la Commission nationale du débat public et vote sur le projet de nomination. À tout à l'heure, chers collègues.